Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, le débat de 10h30, c'est le vin. Le vin est-il un alcool comme un autre ? On en parle avec Michel Reynaud, psychiatre, addictologue, président du Fonds Action Addiction et concepteur du site addicted.fr. Bonjour. Christelle Leprel, bonjour. Vous êtes déléguée générale de Vin et Société. Alors c'est vous qui suscitez un petit peu la polémique. Enfin, ça fait un petit moment qu'on reparle du vin. Il y a quelques semaines, on s'en souvient, le ministre de l'Agriculture qui a relancé un petit peu la polémique en disant qu'il doutait que le vin soit un alcool comme les autres. La ministre de la Santé, ce week-end, nous a confirmé qu'elle avait décidé de supprimer le vin sur les tables du ministère. Bref, le vin reste au cœur de l'actualité et au cœur du débat. Vin et Société a lancé une campagne représentant une femme enceinte avec un verre de vin en disant il peut bien attendre 9 mois. Et effectivement, on est un petit peu surpris de voir que Vin et Société, qui est on peut dire, c'est une société de lobbying pour le ça représente la filière viticole française. Ça représente la filière viticole française, se mettent à faire de la prévention. Mais en fait, je pense que vous rappelez assez bien le contexte, c'est-à-dire que pour remettre en perspective les choses, le président de la République a appelé la filière vitivinicole il y a de ça 1 an à participer à un plan de prévention. C'est inédit dans notre pays, ça n'avait jamais été tenté et on voit que ça suscite la polémique, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et en faisant en fait cette demande à la filière vitivinicole, on nous a demandé de participer à être des acteurs de l'information et des acteurs de la prévention. C'est ce que nous avons fait avec cette campagne, puisque cette campagne, nous avons lancé il y a de ça quelques semaines, une campagne qui dit 0 alcool pendant la grossesse, un bon vin, un bon vin peut bien attendre 9 mois. Donc le message, il est absolument clair. Il donne une information qui est utile aux femmes enceintes. Le message, pour le coup, il ne fait l'objet d'aucun équivoque, puisqu'il n'envoie aucun message subliminal. Il est très très clair, c'est 0 alcool. Et surtout, il vise à rappeler un message qui est très simple, c'est-à-dire que, en l'absence d'études concordantes, puisqu'on ne sait pas à partir de quand les femmes enceintes font courir un risque au fœtus, eh bien le mieux pour les femmes enceintes et pour leur enfant à naître, c'est de ne pas consommer d'alcool. Et ce message, nous l'avons construit sur la base d'un message qui a été dicté par Santé publique France, qui dit par précaution 0 alcool pendant la grossesse, et nous l'avons relayé. Alors, Michel Reynaud, cette campagne vous avez fait bondir. Oui, comme la plupart des initiatives de prévention de Vin et Société. Et là, le président n'a pas eu une initiative très heureuse quand il leur a demandé, puisque les études dans le monde entier montrent que l'on ne peut pas être à la fois dans l'intérêt de la vente, en particulier de l'alcool, et dans des stratégies de prévention. Et quand on analyse les stratégies de prévention de tous les alcooliers, c'est en réalité des stratégies de promotion ou au mieux des stratégies pour se donner une image positive. C'est ce qui se passe avec la campagne sur la grossesse, qui déjà est équivoque en associant la forme du ventre avec le ballon, mais qui surtout ne précise pas quels sont les dommages. C'est des dommages sur le cerveau, dommages pas forcément visibles. Le vin, enfin l'alcool, attaque le cerveau. L'alcool est un très grand plaisir et le vin fait partie de la culture et le vin enrichit la France, il n'y a aucun doute. Néanmoins, là où il faut lutter, c'est contre les consommations massives, excessives, et ça n'est pas ce que fait dans la réalité le monde de la viticulture et le monde de l'alcool. Et là, par exemple, quand on voit cette campagne, parallèlement, les mêmes, depuis 2 ans, n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec les pouvoirs publics sur la taille du logo. Vin et Société dit que ou relaye les notions du logo est mortifère. Le site de Vin et Société renvoie des informations sur les effets du vin qui sont des contre-vérités absolues. On parlera peut-être du cancer. Ils disent que le vin a des effets favorables sur le cancer. Donc voilà, il est difficile d'y voir autre chose qu'une campagne pour se donner une image positive. Par ailleurs, les mêmes promeuvent le rosé pamplemousse. Les mêmes ont réussi à faire boire les jeunes femmes maintenant
beaucoup plus qu'elle ne buvait il y a quelques années, et en particulier en augmentant les consommations de rosé. Les mêmes devraient dire que lorsque l'on s'occupe de la grossesse, on prévient que c'est au moment où on a l'envie de conception qu'on arrête de boire, qu'il est souhaitable que le conjoint le fasse aussi. Alors non, ils ne sont pas faits pour faire de la prévention. Oui, mais alors oui, vous voulez je crois qu'on peut répondre. Ouais. Enfin, vous avez exploré plusieurs sujets. Pour revenir sur la campagne Femmes enceintes, le parallélisme qui a été évoqué entre le verre de vin qui forme un arrondi et qui rappelle celui de la femme enceinte. Je ne vois pas en quoi présenter un verre de vin vide et faire ce parallélisme de l'arrondi serait choquant. Il envoie un message qui est absolument clair. Non seulement on dit 0 alcool pendant la grossesse, mais en plus, il fait un parallélisme intéressant sur la notion de temps long. On sait très bien, le vin, c'est un produit qui est élaboré au cours d'une année. Ensuite, il vieillit en cave. C'est un produit de culture, c'est un produit d'histoire. Et à ce titre-là, il s'inscrit dans cette trajectoire. Et c'est exactement le même temps que rencontrent les femmes enceintes. Durant 9 mois, elles font attention. Et pendant ce temps, il est recommandé de ne pas consommer d'alcool. Moi, ce que j'aimerais comprendre sur notre message, c'est en quoi pouvez-vous y voir un message équivoque, puisque nous envoyons un message qui est absolument clair et qui recommande de ne pas consommer. Nous le faisons dans un cadre qui est non anxiogène, puisque nous avons établi une campagne qui est douce, parce que la grossesse est un moment plutôt serein. Et je vous rappelle que sur notre site internet, nous renvoyons au site d'Alcool Info Service, sur lequel nous faisons mention des conséquences dommageables à l'attention du fœtus. Je crois que c'est absolument faux, et je crois que plutôt on devrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en France le faire collectivement, et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, vous voyez notre initiative comme étant moindre que celles qui sont prises par Santé publique France, parce que nous avons fait le choix d'informer les consommatrices là où elles sont, c'est-à-dire qu'elles lisent de la presse parentale et de la presse féminine. Nous avons fait une annonce qui est publiée dans des magazines comme Cosmopolitan, Parents, Magic Maman. C'est là où les femmes se renseignent, et je crois que les études sont très claires. Elles montrent qu'elles sont peu informées par le personnel médical. Seulement 6 femmes sur 10 déclarent être informées par leur personnel médical. Je pense qu'il est important que nous contribuions et que nous faisions notre part. Nous la faisons avec sincérité, avec loyauté. Et sur la question du pictogramme, la ministre a entre les mains depuis 1 an et demi une proposition de la filière vitivinicole qui porte une taille minimale sur ce pictogramme à 0,8 cm. Cette proposition, elle n'a pas été discutée, donc la filière fait sa part. C'est la responsabilité du ministère, c'est ça ce que vous êtes en train de dire ? Je pense qu'on ne peut pas faire une politique de santé publique à l'attention des femmes enceintes qui serait basée sur l'idée qu'un pictogramme leur enverrait un message clair et non équivoque. Ce qui marche en France, c'est l'information, on le sait, et c'est la responsabilisation. Nous avons fait le choix de l'intelligence des femmes enceintes sans les culpabiliser, en leur donnant une information qui est claire et qui est simple. Le pictogramme, il peut venir en rappel, mais en aucun cas vous ne pouvez faire une politique de santé publique basée sur un seul pictogramme, parce que sinon on va se mettre à mettre des pictogrammes partout dans la vie. Juste, le verre, il n'est pas vide dans votre campagne. Ah si, il est vide. Ah, il est vide. C'est pas la photo que j'ai. Moi, j'ai une photo effectivement du Figaro où on voit une femme enceinte. Ah non, c'est pas du tout notre campagne. C'est épuisant parce qu'ils sont extrêmement subtils. Ils ont toutes les campagnes de communication et les boîtes de communication et de lobbying derrière. Alors, on va reprendre ça. Pour nous, dans l'analyse qu'on en fait, c'est essentiellement une façon de se donner une bonne image, tout en promouvant quand même le vin, puisque dans les journaux féminins, on voit arriver regardez là cette campagne, elle est sympathique, y est associée la possibilité d'avoir un bijou, ça donne une image que tout le monde trouvera positive. Or, et on peut avoir le droit de communiquer sur le vin, mais il faut communiquer également sur les dangers. Ce que vous ne faites pas... Mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans votre discours, c'est-à-dire à dire ils ne sont pas habilités à communiquer sur la prévention et en même temps vous leur demandez d'en faire plus. On leur demande pas d'en faire plus. Non, on leur demande... Non, mais vous dites c'est pas complet, leur information n'est pas complète. Donc est-ce qu'ils devraient s'abstenir de toute communication pour vous, vin et société ? Je pense qu'ils doivent d'abord reprendre les mesures qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est-à-dire le contrôle de la publicité, ce qui n'est pas le cas là, le contrôle des médias sur lesquels ils communiquent, en particulier sur tout ce qui peut toucher les jeunes. Et on assiste depuis une dizaine d'années une stratégie envers les jeunes et les femmes. Et après, ils doivent avoir des positions éthiques, par exemple ne pas mettre de campagne de présentation du vin ou de l'alcool
à proximité des écoles et des lycées, ce qui continue. Ils doivent accepter le prix minimum de l'alcool. Je vous rappelle que c'est les mêmes qui promeuvent le rosé sucette, qui est très clairement ciblé sur les jeunes et sur les jeunes femmes. Alors, on ne peut pas avoir d'un côté un discours pseudo-vertueux qui en plus va rappeler aux femmes qu'elles peuvent boire et que c'est normal, sans présenter d'abord les vrais dangers et ensuite sans accepter les vraies mesures. Et le pictogramme, il existe déjà sur les bières. Il y a aussi toute une information à avoir sur la composition des vins qu'ils refusent depuis des années, les grammes d'alcool, pardon, pas les grammes d'alcool, les grammes de sucre, les sulfites, les quantités de glyphosate, enfin de pesticides. Donc, on n'est pas dans un échange clair et honnête, contrairement à ce qui est dit. Ça n'est pas loyal. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce que vous je crois que en fait vous avez pointé le paradoxe qui nous est demandé, c'est-à-dire que vous nous demandez de nous engager dans une responsabilité sociétale, et donc s'engager dans une responsabilité sociétale en tant que filière vitivinicole, c'est évidemment participer à l'information et à la prévention, ce que nous sommes en train de faire. Mais le moment paradoxal, c'est que le moment où nous le faisons, vous nous reprochez de le faire. Donc en fait, quel est le territoire d'expression de la filière viticole ? Quand nous proposons de communiquer sur les seuils de consommation à moindre risque, nous ne sommes pas légitimes. Quand nous communiquons à l'attention des femmes enceintes, vous reprochez à cette campagne d'être sympathique, d'être bienveillante. Mais je ne crois pas au message anxiogène à l'attention des populations sensibles, parce qu'on le sait très bien, les femmes sont très peu réceptives à ce type de message. Et je crois d'ailleurs que si nous continuons encore à avoir des problèmes au sein de la population sur la consommation pendant la grossesse, il faut se poser la question de savoir, n'ont-elles pas reçu de messages trop anxiogènes ? En revanche, nous avons créé ce bijou, vous avez parlé d'un bijou. On a créé un petit bijou avec des créatrices et également des influenceuses pour dire aux femmes, pendant 9 mois, vous pouvez vous engager. C'est une démarche simple. On a une responsabilité, on ne consomme pas d'alcool. Je ne vois pas en quoi c'est équivoque. Mais est-ce que c'est pas schizophrène d'être à la fois, c'est un petit peu comme quand Philippe Maurice fait des bandes dessinées pour dire aux enfants, pour les prévenir des dangers du tabac. Alors déjà, le parallélisme avec le tabac, nous le refusons complètement. Non, mais je pourrais le faire sur. Moi, je me souviens avoir été contactée par une grosse société automobile qui me demandait parce que je suis très engagée sur la sécurité routière, ce que je pensais du fait qu'ils s'engagent pour la sécurité routière. Donc, quand on fait des voitures très puissantes et qu'on veut, c'est ce paradoxe-là, c'est-à-dire de promouvoir un produit. Je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, l'exemple sur les concessionnaires automobiles, reprenons-le. Si par exemple demain, on avait une marque de voiture qui décidait de faire la promotion du port de la ceinture au volant, dans quelle mesure on pourrait leur reprocher de le faire quand bien même ils mettent à disposition des véhicules ? Comment pouvons-nous reprocher à la filière vitivinicole aujourd'hui de dispenser le bon mode d'emploi de son produit ? Elle est légitime à le faire, elle est au contact du consommateur, et je crois qu'en plus il faut rappeler, vous avez dressé un panorama extrêmement large, je crois que vous n'avez pas parlé de quel est l'état aujourd'hui de la consommation des Français en France. Santé publique France le dit, on a 90% des Français qui consomment moins de 10 unités d'alcool par semaine, et je crois qu'aujourd'hui, avant de prendre un certain nombre de mesures, vous avez parlé du prix minimum, vous avez parlé beaucoup de taxation. Finalement, vous parlez beaucoup de taxation et d'interdiction, mais vous ne parlez jamais de responsabilité. Vous avez raison d'introduire le débat. Michel Reynaud. 20% des consommateurs achètent 80% de l'alcool. C'est-à-dire que la filière viniviticole et la filière alcoolière en général vit des consommateurs importants. Donc, toutes les publicités qu'ils font, toute la communication qu'ils font sur le fait qu'il est important de boire peu, qu'on diminue les dangers, en réalité, ils ne prennent pas les mesures qui seraient efficaces et qui passent, entre autres, par le prix et notamment par le prix minimum. Les grandes quantités vendues sont des alcools peu cher, et c'est ce qui fait des consommations excessives et c'est ce qui fait des dépendants. Je répète ce chiffre. Il est confirmé dans la plupart des pays. Tout récemment, il l'a été en Angleterre. C'est 20% des consommateurs achètent 80% de l'alcool vendu et ils font 60 à 70% du chiffre d'affaires. Donc il y a un problème et une contradiction absolument majeure entre la nécessité de vendre beaucoup à certains. Vous avez raison, il n'y a qu'une petite partie de la population de la France qui boit de façon dangereuse. On en considère qu'il y a 5% à peu près de dépendants et 10% de consommateurs à risque et à dommage. C'est sur cette population qu'il faudrait agir. Or, cette population fait vivre
la filière viniviticole. Donc, toutes leurs stratégies sont des stratégies de façade ou des stratégies pour se donner une image positive, parce qu'il n'y a pas d'action réelle sur ce qui devrait être fait, c'est-à-dire faire diminuer toutes les grosses consommations et toutes les consommations à risque. Vous allez répondre dans un instant, Christelle Leprel. On se retrouve, on marque une toute petite pause et on se retrouve tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Le vin est-il un alcool comme un autre? Michel Reynaud, docteur Michel Reynaud, psychiatre, addictologue, président du Fonds Action Addiction et concepteur du site addicted.fr est en studio. Christelle Leprel, déléguée générale de Vin et Société. Vous vouliez répondre à ce que disait Michel Reynaud précédemment sur le prix minimum. Oui, Monsieur Reynaud a abordé prix minimum. Monsieur Michel Reynaud a abordé la question du prix minimum. Je crois que le prix minimum et la question de la taxation en général, c'est un faux débat, puisque vous l'avez vu au cours des 60 dernières années, la question de la consommation de vin en France, elle a baissé. On a une baisse de 60% au cours des 60 dernières années. Donc si la question de la fiscalité, elle avait fait son effet, alors qu'il n'y a eu aucune réforme fiscale en la matière, dans le même temps, on a vu les bières être taxées et pour le coup, leur consommation a augmenté. Donc en fait, ce que vous nous proposez, c'est de mettre en place un prix minimum, alors qu'on a 90% des Français qui consomment moins de 10 unités d'alcool, ce qui est les seuils de consommation à moindre risque. Vous demandez d'avoir une politique fiscale pour le plus grand nombre qui, eux, consomment avec responsabilité. Donc vous nous demandez de mettre en place une politique fiscale pour un petit nombre, et je vous signale que parmi les 90% de personnes qui consomment du vin avec modération, ils le font dans une gamme de prix qui, oui, parfois est accessible, autour de 3,80 €, et je crois qu'on peut se féliciter de se dire que c'est un produit qui reste accessible, c'est un produit qui reste un objet de culture et de partage, et c'est un produit qu'on peut avoir. Le prix minimum ce n'est pas de une dimension élitiste, le vin. Le prix minimum de l'alcool a montré que ça rendait l'accès plus difficile, notamment aux jeunes, parce que quand chez Serre, ils achètent moins, et à ceux qui boivent beaucoup trop. Le prix minimum de l'alcool, c'est pas 3 €, c'est très bien 3 €, c'est moins d'1 € à l'heure actuelle. Les ventes en supermarché, c'est essentiellement des ventes à bas prix, des grands producteurs internationaux. J'avais une question sur l'alcoolisme. Est-ce que l'alcoolisme, quand on dit le vin est-il un alcool comme un autre, est-ce que le vin est à part? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui sont alcooliques boivent du whisky, boivent des alcools forts? Ils boivent aussi du vin pas cher et en grande quantité. Mais je crois que personne ne cherche à dire se dédouaner sa responsabilité. Le vin représente les 2 tiers de l'alcool vendu en France, il représente les 2 tiers des dommages liés à l'alcool. Voilà, ça c'est assez simple. C'est une équation assez Non, on a étudié. Et vous voyez, vous, de plus en plus de jeunes aujourd'hui dans les cliniques? On voit de plus en plus de jeunes femmes, ça c'est nouveau. Le rosé a fait beaucoup de mal et on voit beaucoup de jeunes qui mélangent les alcools, et il suffit d'aller dans les férias, dans un certain nombre de bars, et puis les prix bas sont une incitation à consommer, en particulier chez les jeunes. Si vous parlez des jeunes, Monsieur Reynaud, je crois qu'il faut rappeler tout de même que majoritairement, 67% des jeunes en France consomment majoritairement des bières et des spiritueux. Ils déclarent être 18% à consommer du vin en France. Donc, laisser entendre que les problèmes. Écoutez, je ne sais pas, c'est les chiffres de l'OFD, c'est le chiffre de l'Office français des drogues et des toxicomanies. Donc peut-être que vos chiffres sont faux. Toujours est-il qu'il semble que cette population n'apprécie pas particulièrement le vin et le consomme plus tard, passé 30 ans. Donc je ne qualifierai plus ces gens de jeunes. Je pense que ce sont des gens qui font un choix de responsabilité, et je crois qu'on n'est pas là pour pointer un produit. On est là pour pointer le fait de comment on l'utilise. Parce que moi, j'ai le droit de boire du rosé. Si je le bois dans un cadre de seuil de consommation à moindre risque et que je suis informée potentiellement des risques, quel est le problème? Moi, je vous ferai pas le reproche de consommer du rouge à table, parce que manifestement, vous êtes dans une génération qui consomme plutôt du vin rouge. Chacun fait ses choix en connaissance de cause et en toute liberté. Sauf que quand vous tombez dans l'addiction, le libre arbitre et le libre choix, on est tout à fait d'accord. Phénomène chez les jeunes femmes, effectivement, la nécessité de diminuer les consommations qui font l'essentiel de vos revenus devrait vous amener à prendre des stratégies dans ce sens-là, et la seule stratégie qui soit efficace sur des populations larges, c'est l'augmentation du prix de base. Encore une fois, on parle d'une population qui est 5% de la population française, et vous vous trompez de combat. Les Français, vous êtes en train de préparer une guerre avec un modèle de consommation d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que vous nous préparez des politiques de santé publique qui sont basées sur un état des lieux qui est faux. Aujourd'hui, dans 20 ans, on verra quelles sont les conséquences sur la santé publique. Elles seront bénéfiques parce qu'on est arrivé à un équilibre entre convivialité et modération. Et Santé publique France, le directeur général l'a dit lui-même, les Français sont arrivés
arriver à un équilibre, à une maturité dans leur consommation. Mais si, M. Bourdillon l'a dit. Est-ce que c'est les Français? Est-ce qu'après on rentre dans les chiffres, dans des statistiques? Des nuances, bien sûr. Le fait que la ministre de la Santé ait décidé d'interdire le vin dans les cantines du ministère le midi? Écoutez, je crois que ça envoie un message qui peut être alarmant, non seulement pour les Français, mais évidemment pour la filière vitivinicole. Je crois qu'il nous alarme pour la raison suivante. Est-ce que la ministre a décidé de faire de l'abstinence une politique de santé publique en France? Ça, c'est une véritable question. Je ne crois pas que le ministère de la Santé était un repère d'alcoolodépendants, enfin, du moins on l'espère. Mais la vraie question derrière, c'est que la ministre, elle a tiré un trait sur la notion de modération et de la liberté individuelle. Donc là encore, on se pose la question de savoir, est-ce que le ministère de la Santé peut faire l'effort de l'information sur les seuils de consommation à moindre risque, plutôt que d'interdire et de décider de ne pas faire appel à l'intelligence des consommateurs qu'elle a en face. On va continuer à soutenir la ministre de la Santé qui essaye de maintenir une politique courageuse et très difficile face au poids du lobby de l'alcool. On la félicite évidemment d'avoir pris cette mesure qui est prise maintenant dans la plupart des grands groupes. On considère que boire du vin à midi n'est pas, ou un autre alcool, n'est pas extraordinairement bon pour le fonctionnement de l'entreprise et pour l'efficacité des gens qui travaillent. Par ailleurs, comme vous le savez sûrement, un nouveau décret autorise maintenant l'employeur à se préoccuper de la santé de ses salariés et il a donc parfaitement le droit de les protéger. Et le fait de ne pas faciliter l'usage du vin dans la journée et dans le travail, je vous dis, c'est une norme. Cette norme va s'installer. C'est peut-être douloureux pour vous, mais on peut parfaitement avoir des repas de travail conviviaux avec des tas d'autres boissons qui ne soient pas alcoolisées. On en est persuadé, on ne dit pas l'inverse. On félicite la ministre. Mais dans un monde idéal, c'est quoi, Michel Reynaud, pour Vin et Société représente une filière qui existe en France, qui est importante, avec des vignerons qui vivent de leur... Il faut sûrement modifier le modèle économique en allant vers des vins de plus grande qualité et plus chers. Et en exportant, mais ce qu'ils font déjà extrêmement bien. Mais je crois que M. Reynaud, ça veut dire quoi? Que les riches pourront devenir alcooliques parce qu'ils auront les moyens de devenir et les pauvres... Non, c'est quand on commence... C'est chez les jeunes que les dangers sont majeurs et eux, ils sont très sensibles au prix. Et par ailleurs, c'est chez les très gros consommateurs. Et les très gros consommateurs, qu'on le veuille ou non, ils trouvent d'autres solutions quand les prix sont chers. Je crois que la distinction que vous faites autour du prix, il faut vraiment la considérer avec beaucoup de précaution. On a rappelé les chiffres de la consommation en France, mais vous savez, par exemple, les consommatrices de vin en France, elles sont plutôt CSP+. Et étonnamment, malgré une consommation modérée, eh bien, ce sont des femmes qui meurent moins en fait du phénomène alcool, parce que par ailleurs elles ont un équilibre de vie qui est général, c'est-à-dire que quand vous faites attention à votre alimentation, que vous faites du sport, que vous buvez modérément, mais si monsieur Reynaud, regardez les études, les femmes qui consomment du vin ont un équilibre dans leur vie qui est extrêmement important. Effectivement chez les CSP+, parce qu'elles ont été particulièrement ciblées pour normaliser les consommations, en particulier de rosé, spécialement fabriqué pour cette population-là. La taxation on peut parler du cancer, un mot, une dernière fois, parce que je vois allez-y, il nous reste une minute. Parce que sur le site Vin et Société, la partie Vin et Santé énonce les pire contre-vérité considérant que le cancer, le vin est un anti-cancer, y compris pour les cancers digestifs. C'est faux. Sur le site internet de Vin et Société, vous retrouvez l'ensemble des considérations sur chaque pathologie et il est dit quelles sont les tendances et notamment le cancer du sein. Mais allez regarder, je vous demande d'aller regarder. J'y suis encore allé ce matin. Nos auditeurs peuvent faire Vin et Société, chacun se fera une opinion. Société, Vin et Santé et ils verront à quel point vous considérez que l'alcool est bon pour le cancer. Les résultats qui sont présentés sont l'objet d'une compilation bibliographique de 650 totalement faux avec une méthodologie études. Scientifique inacceptable. Mais vous ne la connaissez même pas, la méthodologie. Je pense qu'on vous mettra pas d'accord. Taxer le vin, le rosé pamplemousse, c'est-à-dire Alors le rosé pamplemousse, je tiens à rappeler à M. Reynaud que le rosé pamplemousse ne fait pas partie de la filière à laquelle nous appartenons. Il appartient à la Fédération française des vins d'apéritif. Nous ne représentons pas le rosé pamplemousse. Si chacun a envie d'acheter une bouteille de rosé et de le mélanger à du pamplemousse, là encore, on est dans... Nous, on pense que le levier fiscal, la fiscalité comportementale, c'est une mauvaise réponse à de vrais problèmes en France. Je précise que M. Reynaud a raison. Sur votre site, des pistes sérieuses font émerger un effet neutre sur le cancer de l'estomac et le lymphome, mais un effet positif pour certains. Mais c'est le résultat de la science et c'est pour ces raisons pour lesquelles... Mais regardez l'ensemble, il y en a d'autres sur lesquels il y a des effets néfastes. Trouvez un cancérologue sérieux qui ose dire ça. Vous avez des cancérologues qui participent à ce genre d'études, évidemment.
pas possible. C'est la contradiction avec tout ce qui est dit. Par ailleurs, le rosé pamplemousse, c'est une petite victoire parce qu'elle est taxée 4 fois moins que les autres alcools sucrés. Voilà. Donc, ils n'ont pas lâché le combat. Merci à tous les deux.